Cyril Ferraud est l'un des visages marquants de la télévision française, apprécié du public non seulement pour son talent d'animateur, mais aussi pour son charme et son style frais. Né le 15 août 1985 à Marseille, Cyril a débuté sa carrière assez tôt et a rapidement conquis les plateaux de télévision grâce à son esprit et son charisme de communicant. Il est surtout connu pour avoir animé des émissions intellectuelles telles que Slam et Le Grand Slam, où il fait preuve de sa vive intelligence et de sa capacité à gérer les situations avec souplesse. Non seulement est-il un présentateur talentueux, mais Cyril se démarque également par son enthousiasme et sa passion pour son travail, apportant toujours de la fraîcheur à chaque émission à laquelle il participe. Il est également très passionné par le sport, partageant souvent sa vie personnelle et ses loisirs, créant ainsi un lien fort avec le public. Avec son style de vie actif et son dévouement constant à la télévision, Cyril Ferraud est devenu l'un des présentateurs les plus appréciés des Français. L'enfance de Cyril Ferraud n'a pas été facile, il a dû faire face à des difficultés financières et à une profonde tristesse de ne pas avoir les moyens de poursuivre sa passion. Depuis qu'il était enfant, Cyril a dû travailler dur pour gagner de l'argent, prenant soin de sa vie quotidienne tout en essayant de maintenir sa croyance en son grand rêve. Bien qu'il ait dû faire toutes sortes de travaux, de la vente à l'aide familiale, il a toujours eu un désir ardent de poursuivre une carrière à la télévision. Chaque pas, chaque décision de Cyril porte la marque de la persévérance et de l'effort constant. Cependant, c'est au cours de ces jours difficiles qu'il a appris à surmonter tous les défis et à transformer les difficultés en motivation pour conquérir ses rêves. La tristesse de l'enfance de Cyril est devenue partie intégrante de son parcours vers la construction d'une carrière remplie de désirs et de passion. Cyril Ferraud, célèbre présentateur français, a récemment fait face à une profonde tristesse alors que son premier enfant était actuellement hospitalisé pour une grave maladie. Homme toujours souriant et énergique à la télévision, Cyril partage rarement des moments personnels. Cependant, face à ce défi, il n'a pas pu cacher ses émotions. Son enfant bien-aimé, le petit cœur qu'il avait attendu et aimé si longtemps, était désormais aux prises avec une grave maladie qui rendait Cyril inquiet et douloureux. La douleur de Cyril ne venait pas seulement de son inquiétude pour la santé de son enfant, mais aussi du sentiment qu'il ne pouvait rien faire pour le protéger des assauts de la maladie. En tant que père, il n'y a rien de plus douloureux que de voir son enfant lutter contre la douleur et la faiblesse physique, sans rien d'autre à faire que d'attendre et de prier pour qu'il se rétablisse. Durant les longues nuits blanches, s'inquiétant de l'état de santé de son enfant, Cyril ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissant, alors que l'amour de ses parents pouvait apaiser la douleur mentale, mais ne pouvait pas changer la situation. Ce sentiment de tristesse et d'anxiété ne s'exprime pas seulement lorsqu'il est avec ses enfants, mais s'exprime également à travers les rares moments qu'il partage avec le public. Bien qu'il ait toujours essayé de paraître fort et de ne pas laisser la tristesse affecter son travail, dans les yeux de Cyril, les gens pouvaient encore voir la fatigue, les nuits blanches et les pensées sur l'avenir. Il a dû mettre de nombreux projets en suspens, réajuster toutes les priorités de sa vie pour se concentrer entièrement sur sa famille et prendre soin de ses enfants pendant ces moments difficiles. Tout au long de la maladie de son fils, Cyril a reçu un soutien indéfectible de la part de sa famille, de ses amis et de ses fans qui l'ont soutenu dans les moments les plus difficiles. Cependant, la profonde tristesse et l'anxiété concernant la santé de son enfant restaient un grand défi dans sa vie, le forçant à faire face à une douleur que personne ne pouvait remplacer. Début octobre 2019, Line Renaud, une femme forte et résiliente qui a surmonté de nombreux défis tout au long de son illustre carrière, a de nouveau fait face à un incident inattendu lorsqu'elle a été impliquée dans un accident de voiture légère. Cet accident lui a non seulement causé des blessures physiques, mais lui a également causé une profonde tristesse, car Line Renaud avait toujours été fière de son autonomie et de son dynamisme. Bien que ce ne soit pas un accident grave, cela lui cause... Cette tristesse ne vient pas seulement de la douleur physique, mais aussi de la frustration de devoir faire face à sa propre faiblesse. En tant que personne qui s'est consacrée sans relâche aux arts, elle a toujours été un modèle de persévérance et de force. Cependant, cet accident lui fit ressentir plus clairement la fragilité de la vieillesse, et les inquiétudes concernant sa santé commencèrent à dominer son esprit. Tout au long de sa carrière, elle a dû faire face à de nombreux défis de taille, mais cette fois, elle a dû faire face à une dure réalité. Il est impossible de surmonter toutes les difficultés avec la seule force de la volonté. Line Renaud a dû faire face à des émotions complexes, allant de l'anxiété liée à la guérison au sentiment d'incapacité à maintenir son ancien mode de vie chargé. Mais au lieu de laisser la tristesse prendre le dessus, elle a fait preuve d'une force incroyable. Elle accepte que parfois,
la vie ne soit pas toujours une sinécure et que les moments de faiblesse fassent inévitablement partie du voyage. La force de Line Renaud ne vient pas seulement des succès qu'elle a obtenus dans sa carrière, mais aussi de sa capacité à surmonter les défis et la douleur de la vie, sans se laisser abattre par la tristesse. Cyril Ferraud est l'un des visages familiers de la télévision française, avec son charme et son talent de présentateur hors du commun. Mais derrière les sourires et le dynamisme à l'écran, Cyril fait aussi face à des défis dans la vie. En tant que célébrité, il doit non seulement supporter la pression du travail, mais aussi les critiques et la pression du public. Cependant, Cyril maintient toujours une attitude optimiste, positive, et est toujours dévoué à sa carrière. Nous, les fans, devons comprendre et sympathiser avec les difficultés qu'il traverse. S'il vous plaît, donnez à Cyril de l'amour, du respect et du soutien, car tout le monde, qu'il s'agisse d'une star ou d'une personne ordinaire, mérite de la sympathie et une affection sincère. Comme un thème assez transversal qui parle à tous et qui questionne la pratique professionnelle de l'ensemble des agents du service public de l'éducation. Et donc avec plusieurs contributeurs de ce dictionnaire qui représentent diverses pratiques du droit de l'enseignement et de la déontologie, nous avons souhaité apporter un éclairage sur l'articulation entre droit et déontologie en milieu scolaire et universitaire. Merci beaucoup. Alors, je vous propose, avant de s'intéresser vraiment à la spécificité de la déontologie dans l'enseignement, de donner la parole maintenant à Guy Weiss pour une petite définition de la déontologie et de ses contours. Guy Weiss, est-ce que vous nous recevez ? Oui, je salue d'abord l'ensemble des participants et des intervenants à cette séance et je les remercie de m'avoir associé. Alors, le mot déontologie, il est apparu sous la plume d'un philosophe anglais en 1825, Jeremy Bentham, et elle peut se définir comme l'ensemble des règles et devoirs qui régissent une profession dans leur rapport notamment aux clients et au public. Alors, appliqué à la fonction publique, et on voit ça sur le portail fonction publique sur Internet de la Direction générale de la fonction publique, il s'agit de l'ensemble des règles législatives, réglementaires, jurisprudentielles qui entendent régir le comportement des agents publics. En effet, la déontologie va permettre de définir collectivement dans la pratique la façon d'agir pour servir l'intérêt général. En réalité, les préoccupations déontologiques sont anciennes dans la sphère publique. On peut les faire remonter où est apparue une catégorie d'agents spécialisés au service de la couronne sous l'Ancien Régime. On pense aux ordonnances de 1254 et de 1303, et je laisse aux spécialistes le soin de se souvenir de quel roi il s'agissait à l'époque, sur le devoir de probité des officiers royaux. Et ça a été conforté évidemment sous la Révolution française, notamment par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie de notre corpus constitutionnel, notamment à l'article 6, égale admissibilité aux emplois publics dont devoir d'impartialité, et article 15, la société a le droit de demander des comptes à tout agent public, c'est le devoir d'intégrité. Au-delà donc dans la diversité des métiers qu'ils exercent, la déontologie est le comportement qui va être attendu des agents publics par l'usager, par le citoyen et même par les pairs dans l'exercice des activités professionnelles. Et même pour certains d'entre eux, pour certains fonctionnaires, au-delà de l'exercice de l'activité professionnelle, mais dans la vie extra-professionnelle au sens strict, comme la jurisprudence administrative l'a souligné. Alors, même s'il s'agit de notions voisines sur lesquelles on pourrait évidemment discuter très longuement, la déontologie se distingue de l'éthique et de la morale. L'éthique, c'est une réflexion personnelle sur les valeurs qui vont orienter et motiver l'action d'un individu et qui vont relever donc de son autonomie et de sa volonté. De la morale, qui recouvre des principes qu'une société ou une culture va proposer à ses membres et se donne à elle-même et que l'opinion accepte comme référence et qui va traduire l'adhésion de la personne à des valeurs sociales. Ainsi, par exemple, si mon éthique personnelle va me conduire à penser que je saurais rester objectif avec une de mes connaissances qui va se présenter devant moi lors d'un concours ou d'un examen professionnel dont je vais assurer la présidence, les règles déontologiques m'imposent ce qu'on appelle un déport, sous peine de violation des règles régissant le conflit d'intérêts. En sens inverse, même si la loi va m'autoriser à être maire d'une commune dans laquelle je suis également directeur d'école, et même si c'est une petite commune et une petite école, et que je ne viole donc aucune règle déontologique régissant ma qualité d'agent public, je peux considérer que cela est contraire à mon éthique personnelle, voire à la morale commune pour qui on ne peut pas être jugé parti et va me conduire ou pourrait me conduire à m'abstenir de briguer un mandat.
Ainsi donc, la déontologie dans la fonction publique, c'est une question fonctionnelle et professionnelle qui, pour les agents publics, est